Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cybersphère proposé par le club cyber de l'AEGE. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Cyril Coelho et Hugo Rességuier, experts et consultants en cybersécurité dans la gestion des émotions dans les crises cyber chez Advance, partenaire du club cyber de l'AEGE. Le club cyber vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, merci beaucoup de votre présence pour ce podcast Cybersphère du club cyber de l'AEGE. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours? Donc bonjour, merci pour cette invitation. Hugo Rességuier, consultant en cybersécurité chez Advance depuis maintenant 2 ans. Et j'ai travaillé notamment sur des sujets de gestion de crise et j'ai organisé beaucoup d'exercices de gestion de crise pour des clients d'Advance sur ces 2 années. Bonjour, Cyril Coelho. Moi je suis expert en cybersécurité industrielle et également spécialiste sur la partie de l'intelligence émotionnelle. Pour présenter brièvement mon parcours, j'ai commencé à faire un travail important concernant l'apprentissage, les apprentissages qui sont liés aux sciences cognitives. Je me suis intéressé aux sciences pures, de sciences cognitives, avec tout ce qui est principe de neurobiologie. J'ai également fait quelques conférences aussi avec des échanges, ce qu'on appelle l'application qui est autour de moi en fait. Puis après, j'ai également fait un travail personnel qui a commencé il y a 10 ans. Voilà. Et est-ce que vous étiez destiné à travailler dans la cybersécurité dès le début de vos carrières respectives? Alors de mon côté, moi ça fait donc 2 ans que je suis chez Advance et 2 ans que je travaille. C'est mon premier emploi et oui, j'ai fait des études. Voilà, j'ai fait une école d'ingé, plus spécifiquement dans le thème de la cybersécurité. Donc oui, j'étais destiné à travailler dans la cybersécurité. Maintenant, à quel niveau est-ce que je savais pas du tout que j'allais faire de la gestion de crise par contre. Donc ça a été une découverte en arrivant chez Advance, que je me suis embarqué dans l'aventure gestion de crise. Alors moi, ma réponse est sûrement oui, parce que si je suis là pour faire ça, c'est qu'il a dû se passer quelque chose à un moment donné, mais ça s'est surtout actionné autour d'instants révélateurs en fait. Parce que j'ai constaté qu'en cybersécurité, quand j'ai entendu parler d'arnaque au président, d'ingénierie sociale, je me suis dit, bon, avec le travail que j'avais fait depuis une bonne dizaine d'années, je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir apporter une valeur ajoutée qui sera non négligeable. En fait, si on est en train de faire le podcast aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est que ça semble se révéler comme étant vrai, hein. Et est-ce que au cours de votre parcours, il y a un événement cyber qui vous a plus marqué, que vous aimeriez évoquer? Alors, moi, pour ce qui me concerne, il y a deux cas qui m'ont vraiment frappé. Il y a le cas de Le Drian sur une arnaque au président qui est quand même extraordinaire, hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quand même quelque chose sur lequel c'est intéressant de se documenter. Et après, il y a d'autres cas liés à l'ingénierie sociale et puis la manière aussi dont, comment dire ça, sur les sujets de formation, la manière dont on va former les gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent dans une salle, ok, on les sensibilise, on les forme à la cyber, mais quand ils ressortent de la salle, ils ressortent avec leurs problèmes. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour pouvoir prendre conscience des difficultés que les gens rencontrent au quotidien et d'essayer d'y répondre. Mais encore faut-il s'intéresser aux gens, quoi. Donc ça, c'est pour la partie émotionnelle. Et après, sur la partie technique, moi, je suis toujours inspiré et toujours ébahi par une attaque qu'on appelle Stuxnet du côté de la phase industrielle, où là, c'est vraiment une attaque ciblée qui a été menée de bout en haut, avec un aspect géopolitique qui est aussi non négligeable. Ça, c'est aussi... ouais, ça j'adore. Stuxnet a été nommé la première arme digitale, Ouais. Dans la partie industrielle. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un pas aussi dans la dénomination des cyberattaques?
Je pense qu'effectivement, tout dépend ce qu'on entend par arme, en fait, sur la définition et ce que tu entends, toi, par arme, ce que tu vois derrière. Mais effectivement, quand on voit que bon, il y a une grosse partie nucléaire sur ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, qui était aussi en jeu, et puis les articulations entre les différents gouvernements, oui, pour moi, c'est une première attaque qui a mis en évidence que oui, on n'utilise plus les chars ou les soldats pour aller à la guerre. Maintenant, c'est vraiment cet aspect-là qui a été mis en exergue, hein. Et il y en a eu d'autres aussi derrière. Ouais. Et pour rentrer dans le vif du sujet des crises cyber, comment vous les définissez et comment elles se caractérisent dans le cerveau et dans les interactions Alors sur la crise cyber, hein, comment est-ce qu'on définit une crise cyber? Bah, tout d'abord, il faut dire que une crise de cybersécurité, c'est une crise ayant pour origine un incident de cybersécurité. Donc tout ce qu'il y a de spécifique à la cybersécurité, voilà, il n'y aura pas de définition spécifique d'une crise cyber, on aura plutôt la définition d'une crise euh, qui, bon, voilà, c'est un phénomène qui prend naissance au sein d'organisations, qui est mis en éveil par un événement déclencheur, qui a sa gravité initiale, mais qui peut être intensifié par des facteurs aggravants. C'est généralement quelque chose qui dépasse des hypothèses connues et des impacts enfin, qui arrivent sur des impacts qu'on ne maîtrise plus, euh, et ce, quel que soit l'événement déclencheur. Donc, par contre, bien sûr, il y a des spécificités à la crise cyber, parce que c'est une crise qui a pour origine un incident de cybersécurité. Donc, un incident de cybersécurité, c'est une action malveillante sur un système d'information. Donc, généralement, voilà, un système d'information d'une entreprise, ça peut être de l'action malveillante externe, interne. Comment elle se caractérise dans le cerveau et les interactions, Cyril? Bah ouais, t'as raison de le préciser, Hugo. C'est quand même un événement qui est quand même qui va au-delà de ce qui est convenu en fait, hein. On est vraiment sur le caractère qui dépasse ce qui est normalement admissible. Et donc les émotions fortes qui sont liées à la peur, panique, l'angoisse, sont des éléments en tout cas qui vont perturber fortement le quotient intellectuel des individus. Et c'est dans ces cas-là, en fait, qu'effectivement, sous stress, on arrive à prendre des décisions qui sont carrément pas rentables lors d'une crise et en dépit du bon sens. Donc elles prennent naissance dans le cerveau avec des organes dont on a déjà parlé de la conférence. Et c'est quelque chose qui est archaïque, hein, qui date depuis l'âge de la préhistoire. Et en fait, pour se prémunir d'aggravement de situation lors d'une crise, oui, un travail sur soi me paraît au moins indispensable, hein. Ouais. et pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, vous pouvez préciser les organes qui Alors, entrent en jeu. oui, alors les organes qui entrent en jeu, en fait, t'en as trois, hein, c'est ça Hugo, de mémoire. Et tu as les amygdales cérébrales qui sont à peu près à la verticale ici entre le haut du cerveau et puis la bouche, elles sont placées au milieu là. L'hippocampe, qui est le siège en fait de ce qu'on appelle tout ce que tu as vécu depuis ta naissance. On vient engrammer tes souvenirs qui sont étiquetés avec une émotion. Et tu as la partie du cortex préfrontal qui est plus à lire en fait à la partie raisonnée, ce qui te sert à compter, à raisonner. Et donc effectivement, quand tu as une émotion forte de peur, par exemple, tu as l'amygdale qui s'active très fortement. Et si tu n'as pas appris à nommer l'émotion peur, angoisse ou honte, bah, en fait, l'amygdale, la première fonction, c'est de déconnecter en fait une partie du cortex préfrontal. Pour éviter que tu réfléchisses, voilà, c'est l'instinct de la survie de l'espèce dans les grottes. Hein. Tu avais un ours qui déboulait, il fallait pas réfléchir, fallait prendre la fuite. Et donc ça, ces deux éléments sont en interaction constante. Et après, effectivement, là, on est en train de discuter, on est en train de ressentir des émotions, et on est aussi en train de balayer l'hippocampe. Et puis en fonction de ce qu'on vit, bah, on va scanner et puis on va rappeler ce qu'on a vécu étant plus petit, ce qui peut se rapprocher au maximum. C'est-à-dire que là, si on est tous ici et que toi, tu as vécu par exemple ce type de situation autour d'une table ou autour d'une assemblée où c'est assez feutré, peut-être qu'à 5 ans, tu avais une émotion qui était peut-être de peur, qui était peut-être de honte, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça se ranime. Et donc dans les premiers instants d'une gestion de crise cyber, on va faire face, surtout de la part des équipes IT,
à beaucoup de pression de la part des autres personnes, des autres membres de l'entreprise qui vont avoir besoin de réponses, enfin besoin, envie et besoin de réponses face aux impacts de la cyberattaque. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les entreprises se préparent plutôt. Enfin voilà, hein, il y a deux façons de répondre à cette problématique. En fait, il y a se former pour être capable de répondre, de reconnaître ses émotions et y faire face et être capable tout de même de prendre le temps de la réflexion, étudier la situation de manière rationnelle. Mais il y a le penchant où, ok, de toute façon, je vais avoir mes émotions, je dois réagir dans l'urgence, un peu et un peu à la manière des pompiers et des différents plans qui mettent en place, plan de réponse à incident, on prépare des procédures avec des séquences d'actions ordonnées pour répondre à un incident de cybersécurité. Le problème, c'est que les cas de cyberattaque varient. Bon, il y a des choses majeures, mais c'est jamais vraiment la même chose. Et il y a des limites dans ces fiches de réponse à incident. Il faut quand même, voilà, la menace évolue, la menace cyber évolue, il y a des nouvelles attaques tous les jours. Donc, avoir une fiche de réponse à incident, c'est bien. Ça permet de répondre à un certain nombre de cas et de pallier un peu à cette problématique d'avoir à réfléchir à ce que je dois mettre en place. Mais ça résoudra jamais complètement le problème. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Dans un exercice de gestion de crise, dans une crise, il y a un élément qui fait que ça vient perturber en fait tout processus de gestion de l'incident ou autre. Vous savez lequel est-ce? Un seul élément qui vient perturber, qui vient mettre sous stress les gens. Dis-nous. Le temps. Ah oui. Si on avait 2 années pour résoudre en fait la problématique de crise, je pense que le stress il serait pas aussi fort. Donc le temps est vraiment une contingence vraiment importante. Et la question est de savoir si nous appartenons au temps ou si le temps nous appartient. Et c'est d'autant plus vrai dans une crise cyber parce qu'en fait, si on prend un cas qui est majeur hein, dans ces dernières années de cas d'attaque, les ransomware, c'est rançon logiciel, le logiciel qui vient chiffrer les données sur les machines, serveurs, postes de travail. Ça se propage, ça va vite, il faut répondre vite à l'incident. Donc il y a cette première partie de réponse à l'incident où on isole, on essaye de faire en sorte que euh, le ransomware ne se propage pas plus. Et après, il y a toute la partie de gestion de crise dure où on va gérer les impacts métiers, etc. Et accentue cette notion de besoin de vitesse dans les réponses. Et donc, en quoi les émotions peuvent-elles provoquer ou entraver la réponse à une crise cyber? Alors en fait, une émotion, ça n'entrave rien. Il faut considérer une émotion comme étant quelque chose de naturel. Voilà. C'est plutôt la maturité de l'individu qui va avoir en fait tendance à entraver la bonne réponse à la crise cyber. C'est vraiment une problématique d'individu. C'est pas une problématique en fait d'émotion. Et plus la personne est immature, bah, plus il va dysfonctionner. Voilà, grosso modo. Donc tout le monde a spécifié aussi que tout le monde a une intelligence émotionnelle. Les gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, ils sont soit sous terre ou soit avec un traumatisme vraiment très très fort, mais tout le monde en a une hein, quelque part. Mais il faut bien se mettre, se dire qu'une émotion c'est naturel. Hein, Et comment on l'entraîne, cette réponse émotionnelle? Comment est-ce qu'on l'entraîne? Simplement, y a des étapes essentielles qui sont liées à la maturité émotionnelle. Bon, moi, j'en vois cinq. La première qu'on rencontre assez couramment, c'est plutôt l'étape zéro. On est vraiment dans le déni de ses émotions. Voilà, on fait tout par la volonté, on n'a pas besoin du système émotionnel. L'étape 1, en fait, c'est la capacité à reconnaître l'émotion et puis à la nommer. Voilà, donc il y a une peur qui arrive, tiens, vous leur donnez des petits noms de plantes, de ce que vous voulez. Au moins vous la. Et en fait, le fait de la nommer, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le cortex, on va commencer à reprendre le fil de l'échange. La deuxième, en fait, c'est plutôt la capacité, une fois qu'on a reconnu l'émotion, c'est la capacité à la canaliser.
D'accord? Donc là, si je canalise pas mon émotion parce que c'est ma fille qui m'appelle, là, je peux vous répondre n'importe quoi. Donc, on la canalise, et quand on sait faire ce travail sur soi, sur le fait de canaliser, de reconnaître, bah, au miracle, bah, vous êtes étalonné sur vos émotions, mais vous le reconnaissez aussi chez les autres. Et ce travail sur soi doit se faire avec un professionnel ou Ah oui, c'est plus mieux, seul? hein. Bah, moi, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome du réverbère. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, quand vous perdez un peu votre trousseau de clés, bah, le premier réflexe, c'est de le chercher dans la lumière. Alors que souvent, la réponse est plutôt dans la partie un peu pénombre. Vous voyez, donc si vous n'avez pas en face quelqu'un qui va vous remettre un petit peu en question et qui va vous dire vraiment les choses percutantes, oui, ça se fait par un professionnel. Il faut aller le voir en lui demandant quel est son processus, comment il fait, et puis surtout en définition un objectif qui soit atteignable. Si c'est pour aller voir quelqu'un et dire je vais me sentir bien, oui, ça peut durer longtemps. Bien sûr. Voilà. Moi, je voudrais revenir quand même sur la notion de l'émotion qui peut provoquer ou provoquer une crise cyber. En fait, les attaquants, je vais parler surtout de l'ingénierie sociale. Mm. En fait, les attaquants, surtout sur les phishing, utilisent les émotions, enfin, visent les émotions des personnes euh, de leur cible. Voilà, vous recevez en grand, en rouge, attention, avis, vous êtes convoqué au tribunal pour visionnage de films pédopornographiques. Là, on touche à l'émotion de la personne qui va recevoir ce mail et on essaye de jouer là-dessus. Enfin, les attaquants. Donc c'est dans ce sens aussi que l'émotion peut provoquer la crise. Donc quand je dis provoquer, c'est peut-être un peu capillotracté, mais l'idée c'est que voilà, ils utilisent les émotions dans le phishing, et bon, il se trouve que le phishing est quand même la première porte d'entrée des attaquants dans les cyberattaques en ce moment. Donc on peut imaginer que les émotions jouent un rôle dans l'arrivée des crises cyber. Mm. Et comment anticiper et gérer les facteurs de surcrise lors d'une crise cyber? Alors déjà, il y a comment, je pense qu'on peut commencer par comment anticiper et gérer l'arrivée d'une crise cyber. Ça passe déjà par l'analyse de risque cyber pour identifier les impacts majeurs, les systèmes d'information majeurs qui peuvent être touchés et se préparer. Enfin, il y a toute une préparation à la gestion de crise cyber pour identifier les différents scénarios qui peuvent nous arriver, se préparer et y répondre. Maintenant, dans la crise, comment est-ce qu'on anticipe et on gère les facteurs de surcrise? D'un point de vue cyber, quand on a un incident de cybersécurité, ça va surtout être au niveau du monitoring des différents éléments qu'on a pu identifier qui sont spécifiques à l'attaque. Voilà, je vous donne un exemple. J'ai identifié quel était le logiciel qui m'attaquait. Je sais euh, euh, mettre en place les indicateurs nécessaires dans mes outils de sécurité pour bloquer ce logiciel. Super. Je le mets en place, je le déploie sur mon parc et oups, du coup, je commence à reconstruire mon système d'information parce que j'ai résolu mon attaque. Mais zut alors, je rebranche un serveur qui n'était pas branché au moment où j'ai déployé mon, mon patch rebelote, l'attaque redémarre. Parce que ce serveur-là, il n'a pas été patché, on n'a pas vérifié qu'il était plus compromis avant de le rebrancher. Donc il faut mettre en place en fait d'un point de vue cyber un monitoring spécifique de l'attaque pour éviter justement cette surcrise ou cette rechute de la crise. Et après, pour ce qui est de la partie émotionnelle, je dirais qu'il y a comment anticiper, gérer les facteurs de surcrise. Il y a deux manières de faire, hein. Il y a le travail sur soi. Donc il faut au moins que la chaîne de décision elle soit assez mature pour éviter d'avoir à- comment dire, à générer une surcrise en fait. Et après, sur la capacité d'anticiper, elle est liée surtout en fait à... Moi, ce que je recommande souvent, c'est de simuler différents types d'attaques pour générer des fiches d'action. Mais donc, il y a, pour obtenir certains réflexes, après avec beaucoup d'entraînement.
Et quand on fait une simulation, en fait, ouais, donc ça signifie qu'il faut anticiper, qu'il faut réfléchir sur le scénario d'attaque. Voilà. Et souvent, quand c'est pas fait, je pense ouais, surtout aux attaques que les hôpitaux ont pu vivre sur ces dernières années. Je dis bah tiens, c'est arrivé sur l'autre, mais chez moi ça n'arrivera pas. C'est souvent aussi ce qu'on peut attendre. Donc là, quand j'entends ça, je me dis tiens, c'est peut-être quelqu'un qui a peur des attaques. Et vous savez, quand on a peur de quelque chose, des fois on met ça sous le tapis et puis on passe à autre chose. Alors qu'on pourrait profiter justement de ces attaques vécues pour pouvoir échanger avec les autres et puis se protéger d'autant mieux, quoi. On en revient beaucoup à l'avant-crise en fait, Ouais. à anticiper, dérouler son processus cyber, anticiper ses risques et se préparer à gérer le cas où le jour où le risque est avéré et se déclenche sur notre système d'information. Mais à faire aussi des rétextes à chaud et à froid, non? Vu ce que vous dites sur l'après-crise et... Alors ça, c'est un sujet aussi qui est extrêmement important parce que quand on a des exercices de gestion de crise ou des crises, euh, on peut imaginer que les gens ont vécu des situations qui sont quand même assez complexes et assez parfois traumatisantes. Et c'est vrai que si derrière on n'a pas un accompagnement qui va positiver ce qui s'est déroulé, c'est sûr que la prochaine attaque, ça va être un peu complexe, ça va être un peu compliqué, quoi, hein. Donc oui, il y a ces sorties de crise qui sont à voir d'un point de vue technique pour réhabiliter le système, mais c'est surtout que pour les individus, voilà, c'est les accompagner au mieux pour qu'ils puissent avoir une vie plutôt épanouie, Oui, surtout positive. qu'en période de crise, on se retrouve souvent pour les équipes IT et Mm. métiers dans des moments très compliqués. Au-delà des personnes qui gèrent la crise en cellule de crise, bah, tout le monde est impacté en fait. On peut avoir les collaborateurs déjà dans les premiers temps de la crise qui se retrouvent à plus pouvoir travailler. Euh, voilà, la question de qu'est-ce que je fais de mes journées pendant ce temps-là. Une fois qu'on a mis en place les modes dégradés, voilà, parfois on revient au travail manuel. On se retrouve dans une situation où on n'a pas l'habitude. Pareil pour les équipes IT, ensuite derrière, qui vont devoir reconstruire le système d'information. Euh, En fait, pendant tout ce temps-là, on va se retrouver dans une période de stress un peu prolongée, de fatigue accentuée, parce qu'on voilà, on demande souvent aux gens de passer plus de temps sur leur travail, parce que le cas le demande. Et donc, en effet, après la crise, il faut mettre en place un accompagnement spécifique pour les personnes qui sont le plus impactées et surtout ne pas s'acharner et accompagner les personnes qui, ont, qui peuvent avoir ce sentiment d'être en faute parce que voilà, on a trouvé que l'incident, voilà, la porte d'entrée, c'était telle personne qui avait ouvert un mail de phishing. Voilà, on va pas l'accabler, il faut l'accompagner pour lui dire voilà, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Faut pas qu'il se sente trop coupable. Et quand vous parlez d'accompagnement, est-ce que c'est l'ouverture d'une cellule psychologique? Est-ce que c'est... Oui, une cellule d'écoute. Ok. Ouais. Ouais, pendant la crise et après la crise. Ouais. Et alors justement, quelles pourraient être les conséquences psychologiques après une crise cyber? Et est-ce qu'il y a des signes de stress qu'on peut reconnaître justement après une crise? Ouais, alors ça dépend de ce qu'on passe derrière le terme de crise. Après, un enfant de 13 ans qui prend une baffe magistrale devant toute sa famille, voilà, vous mesurez les impacts derrière que ça peut avoir sur la croyance qu'il peut en avoir. La crise, je dirais pas que c'est exactement du même acabit, mais en tout cas, ça vous permet de ressentir et de mesurer quel impact ça peut avoir derrière pour la vie d'un individu. Oui, puis surtout, enfin voilà, que ce soit la crise ou un événement personnel, en effet, une situation d'instabilité ou en tout cas de- d'être mal en termes d'émotion dans la durée, ça, en effet, sur le comportement, Mm. sur la personne, ça peut avoir des impacts euh, à moyenne, longue durée. Mm. En fait, entre l'acte que vous vivez et l'émotion, si vous n'avez pas un alignement entre les deux, si c'est une émotion qui est... vous faites quelque chose, en fait, je pense que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose qui n'est pas toujours dans le plaisir, un peu dans l'obligation. Et en fait, à force de faire ça dans sa vie, au bout d'un moment, on a aussi la biologie qui rentre en compte, parce que là, on parle de l'émotion
on a aussi le système d'hypophyse, les hormones, tout ça, ça a un impact. Donc ça provoque des maladies, ça peut provoquer des cancers, je ne sais quoi, hein. Donc ça veut dire que ces émotions, il faut les accueillir, il faut les faire, enfin, faut que tout le monde les valide au sein de l'entreprise pour créer ce sentiment d'écoute. Bah, je ne sais pas ce que tu entends par le terme de valider, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évoqué naturellement dans les familles depuis un certain temps. Donc en parler, ça peut être honteux, surtout pour les messieurs. Parfois aussi, c'est aussi un peu délicat. Bon, c'est encore un autre sujet, mais c'est sûr que libérer la parole et dire putain, je me sens pas bien, j'ai vraiment peur qu'il se passe ça. Oui, vous retenez pas la patate en vous, si vous voulez. Et puis là, ça permet, au lieu de rester dans la partie technique, de franchir une autre dimension. Et là, on arrive dans une dimension qui est un peu plus humaine, un peu plus dans la relation et l'écoute. Mais tant qu'on ne franchit pas ce palier-là, ou quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous vous sentez un peu angoissé, il faut dire, je te sens un petit peu angoissé là. Alors ça va, tu vois, putain, c'est parce que entre ce que tu dis et ce que je ressens, c'est marrant, c'est